bonjour à tous pour cette session e-symposium de Cantel Médical sur l'échographie, notamment sur la complémentarité entre l'échographie et l'OCT. Vous savez qu'on est de plus en plus équipé d'OCT dans beaucoup de centres de consultation, et maintenant ça devient un petit peu la règle. L'échographie était un petit peu moins répandue, mais grâce aux appareils multifonctions, notamment les appareils qui permettent de voir le segment postérieur et le segment antérieur avec la même unité centrale, on a eu un développement du déploiement des appareils d'échographie dans beaucoup de lieux, hospitaliers ou privés. Et donc, grâce à un fabricant français qui devient maintenant leader mondial, il l'était déjà sur l'échographie, et maintenant avec son rapprochement avec Elex, on sait que c'est vraiment une société très très performante en échographie et en laser sur l'ensemble de la planète. Et donc, on a la chance d'avoir cette société française qui nous accompagne depuis de très nombreuses années. Et donc, on va maintenant déployer ce programme pour ce symposium. Donc, avec une première partie que je vous présenterai sur la place de l'UBM comparée un petit peu à l'OCT. Le docteur Matteo nous fera un exposé sur l'application de la sonde annulaire, qui est une grande nouveauté sur l'appareil de Cantel Médical absolu, dans les pathologies des relations vitréo-rétiniennes. Et puis le docteur Laurence Rosier va nous montrer la complémentarité de l'échographie et de l'OCT dans l'imagerie des tumeurs du pôle postérieur. Donc on a une session assez complète qu'on a voulu comme ça assez large pour vous montrer les capacités de l'échographie moderne sur l'approche des différentes pathologies du globe oculaire. Donc on va commencer par ma première présentation, donc l'imagerie du segment antérieur, avec surtout la place de l'UBM comparée aux autres éléments de diagnostic, et notamment par rapport à l'OCT. Vous savez que grâce à l'échographie UBM, on a maintenant une résolution très élevée de l'imagerie du segment antérieur. On pourra discuter encore plus largement de tous ces éléments-là, notamment lors du congrès qu'on organise à Paris le 8 octobre à Paris. Et puis, on a la grande chance d'être le pays organisateur du CIDUO, qui est le congrès mondial d'ophtalmologie, d'échographie en ophtalmologie, qui aura lieu en octobre 2022. Donc, préparez vos communications si vous êtes déjà en train de faire de l'échographie, ou mettez-vous à l'échographie pour venir nous présenter des cas cliniques. Donc l'imagerie du segment antérieur, vous le savez, grâce à cette très haute résolution de l'UBM, nous a permis surtout d'avoir une approche de l'angle iridocornéen en coupe. Et donc cette imagerie en coupe était assez révolutionnaire quand Charles Pavlin a inventé l'UBM. Mais surtout, ça nous permet, grâce à la pénétration des ultrasons, de visualiser ce qui se passe en arrière de l'iris et d'aller visualiser le corps ciliaire. Et puis surtout, ça nous permet aussi de visualiser le segment antérieur en cas de perte de transparence. Et on peut rajouter aussi pas mal de mesures qui sont faites aussi en OCT. Globalement, les applications sont sur le mécanisme de fermeture de l'angle, sont sur les lésions solides ou liquides en arrière de l'iris, les pathologies traumatiques et puis sur les implants. Le champ d'observation de l'UBM peut être focalisé soit sur uniquement l'angle iridocornéen, soit sur tout le segment antérieur. Et donc, il suffit juste de changer le zoom pour avoir donc un lieu de focalisation et une perpendicularité par rapport aux différentes structures. Lorsqu'on est en OCT, on peut utiliser les OCT de rétine focalisés sur le segment antérieur. Là, on a une limite, c'est que le champ de visualisation de l'OCT est limité en profondeur. Et vous voyez sur l'image du bas que les OCT de rétine focalisés sur le segment antérieur nous permettent d'avoir une coupe d'angle à angle, mais ne nous permettent pas de voir la cornée. Et donc, on n'a pas accès aux mesures et à l'intégralité du segment antérieur. Lorsqu'on utilise les OCT spécifiques de segment antérieur, on a la possibilité là de visualiser tout le segment antérieur et donc d'avoir accès à certaines mesures. Simplement, vous voyez que sur ces deux focalisations, soit sur l'angle, soit sur tout le segment antérieur, on a une perte d'accès en arrière de l'iris. Vous voyez ce cône d'ombre visualisé donc directement derrière l'iris, soit sur les coupes d'angle, soit sur les coupes de tout le segment antérieur. Et c'est là où l'échographie montre sa supériorité.
Ensuite, pour vous schématiser ce manque de pénétration de l'OCT, vous avez sur les clichés de gauche une imagerie par OCT et à droite par UBM. Vous voyez sur la bande du haut que dans 42% des cas, on peut quand même délimiter à peu près la forme des procès ciliaires, alors que sur les images du bas, vous voyez que c'est dans 58% des cas de patients qui nous sont adressés pour analyse d'angle étroit. Sur l'image en bas à gauche, vous avez du mal à visualiser la limite et la forme du corps ciliaire, alors que c'est tout à fait évident en UBM. Une notion par rapport à ça, les yeux clairs peuvent se laisser traverser plus facilement, c'est l'image du haut en OCT, alors que sur des yeux foncés, l'image du bas, on est beaucoup plus limité. Les appareils d'UBM nous permettent des mesures notamment de l'angle iridocornéen, donc soit l'ouverture angulaire à 500 microns de l'éperon scléral ou à 750 microns, soit des surfaces mesurées dans l'angle iridocornéen, mais surtout nous permettent de mesurer les distances de tout le segment antérieur, avec notamment l'angle à angle et le sulcus à sulcus, qui ne peut être mesuré que par l'échographie, puisque les appareils d'OCT ne permettent pas d'avoir accès à cette notion-là. Et vous verrez qu'en matière de chirurgie réfractive, notamment pour les implants FAC de champ postérieur, ça a une importance cruciale. L'autre élément qui est connu depuis longtemps, c'est la notion de flèche cristallinienne. Cette notion de flèche cristallinienne, elle est mesurée à partir de la distance d'une droite qui est tirée d'angle à angle et visualisation de la position de la cristalloïde antérieure. Sur le cliché de gauche, la cristalloïde antérieure est en arrière de la ligne bleue. Sur le cliché central, c'est joint, donc on a une flèche cristallinienne qui est nulle, mais en général, on a une flèche cristallinienne qui est plutôt positive. Et vous voyez sur le cliché de droite, cette face antérieure du cristallin qui déborde cette droite, et donc ces valeurs sont de plus en plus élevées lorsque la chambre antérieure est étroite, et c'est un élément qu'on tient de plus en plus en ligne de compte par rapport au risque de fermeture de l'angle. L'autre élément que l'on peut observer et que l'on peut utiliser, que ce soit un OCT ou un UBM, c'est le test de fermeture de l'angle sous l'effet de la dilatation par simple obscuration de la pièce. Vous avez ici un angle étroit sur le cliché de gauche avec lumière allumée dans la pièce. Dès qu'on éteint la lumière, vous avez cette fermeture de l'angle que vous voyez en direct, et ça, c'est un des éléments avec le bon moment de l'iris vers l'avant qui vous fait craindre une fermeture de l'angle. Ce que l'on a vérifié, enfin ce que l'on a observé en jugeant de la fermeture de l'angle par les différentes approches, c'est que en général, même les glaucomatologues chevronnés qui nous adressent des patients pour une gradation de risque de fermeture de l'angle nous donnent une gradation clinique sur la gonioscopie qui nous dit l'angle est étroit avec un certain grade. On s'aperçoit qu'à OCT, cet angle nous apparaît plus étroit et un UBM encore plus étroit, voire fermé. Et ça, probablement parce que l'éclairage en gonioscopie, évidemment, ne vous donne pas un aperçu comme lorsque la pupille est dilatée. L'accès par infrarouge à OCT joue certainement un rôle sur le diamètre pupillaire, alors qu'en ultrason, on peut faire l'obscurité dans la pièce et le système ne génère pas de lumière ou d'éléments qui pourraient contracter la pupille. En plus, le patient est en position allongée, donc on est beaucoup plus dans les conditions physiologiques d'un risque de fermeture de l'angle, puisque les GFA se font souvent la nuit. Ensuite, l'autre avantage de l'UBM et de l'échographie, c'est de pouvoir vous donner une approche de tous les mécanismes qui peuvent donner une fermeture de l'angle. On peut prendre des mesures comme un OCT de profondeur de la chambre antérieure, d'épaisseur du cristallin, de la flèche cristallinienne, mais seul l'UBM vous permet de faire la différence avec la présence d'un mécanisme d'iris plateau ou faire un diagnostic différentiel de kyste, visualisation d'un blocage pupillaire, et puis maintenant une notion que l'on connaît de mieux en mieux, c'est l'insertion antérieure de la racine de l'iris, et tout ça est accessible par l'échographie. En matière de mécanisme d'iris plateau, on avait globalement une approche clinique basée sur la gonioscopie qui parle de syndrome d'iris plateau ou de configuration d'iris plateau en fonction de la levée du blocage pupillaire par l'iridotomie périphérique ou la non-levée de ce blocage pupillaire. L'UBM nous a permis de créer une définition beaucoup plus d'imagerie de l'angle iridocornéen en se basant sur des coupes méridiennes dans l'obscurité, où on se repère à l'éperon scléral avec une visualisation de la fermeture de l'angle, associée à une position antérieure des procès ciliaires par rapport à l'éperon scléral que l'on peut déterminer par l'intersection de ces deux courbes, courbure de la sclère et courbure de la cornée, et puis surtout absence de sulcus visible. Et vous avez là la définition d'un mécanisme d'iris plateau par imagerie UBM.
Évidemment, l'UBM nous permet de faire les diagnostics différentiels qui sont pas très faciles en gonioscopie. Diagnostic différentiel de polykystose iridociliaire, où là, le rôle de l'UBM est de déterminer les secteurs où il n'y a pas de kyste pour peut-être proposer une iridotomie périphérique fonctionnelle et non pas une iridotomie qui va déboucher sur des kystes. Et puis, le diagnostic différentiel d'une insertion antérieure de la racine de l'iris. Vous voyez, l'éperon scléral est schématisé par les deux flèches. Vous avez cette insertion de l'iris qui se fait quasiment sur l'éperon scléral et en tout cas sur le trabéculum, avec des procès ciliaires qui n'ont aucun doute sur l'absence de positionnement d'un mécanisme d'iris plateau, puisque les procès ciliaires restent bien en arrière. Une des indications majeures de l'échographie de l'angle, c'est les échecs d'iridotomie. Vous avez sur la gauche une iridotomie bien conduite avec donc une réponse large et un redressement de l'iris. Par contre, deux éléments sur les clichés de droite, une iridotomie que l'on juge comme étant pas perforante et en plus la persistance du bombement de l'iris vers l'avant qui témoigne d'un blocage pupillaire persistant. Un autre échec d'iridotomie, vous voyez l'iridotomie très large réalisée sur ce patient avec les 4 méridiens principaux où malheureusement l'angle reste fermé par une apposition de l'iris sur la cornée et un mécanisme d'iris plateau retrouvé sur quasiment tous les secteurs. Là, vous avez un exemple d'iridotomie périphérique qui ne peut pas marcher puisque ça débouche sur les clichés de droite, sur des kystes, et donc vous ne pouvez pas avoir une communication entre la chambre antérieure et la chambre postérieure. Et donc, ceci est un échec d'iridotomie. Et puis, un autre exemple d'échec d'iridotomie bien visualisé par l'UBM, c'est de visualiser ce cristallin très décalé vers l'avant avec, vous le voyez en bas à droite, l'iridotomie qui paraît fonctionnelle, mais globalement aussi vraiment perturbée par le cristallin qui a basculé vers l'avant. Et donc, ces diagnostics sont très, très utiles en pratique courante. Un autre diagnostic très pratique, très utile en pratique courante, c'est j'ai une voussure de l'iris ou j'ai une pigmentation de l'iris, que se passe-t-il? Eh bien, l'échographie va tout de suite vous faire la différence entre les clichés de gauche, où vous avez des kystes liquidiens avec des limites très nettes, et les clichés de droite, où vous pouvez avoir un simple névus de l'iris, ou un mélanome de l'iris, ou bien un mélanome du corps ciliaire, avec la possibilité d'en prendre les mesures. Cette possibilité de prise de mesure est essentielle pour les mélanomes ciliaires, puisque vous voyez ici l'évolution après protonthérapie. Donc 2 ans après protonthérapie, notez une vacuolisation de la lésion, ces petites taches noires sur le cliché du haut qui sont déjà présentes mais de petite taille. Et 3 ans après, vous voyez sur le cliché du bas, une vacuolisation encore plus marquée, avec une épaisseur de la lésion qui est passée de 1,80 mm à 1,43 mm. Donc l'effet de la protonthérapie est évident. En cas de traumatisme, l'échographie nous permet d'aller analyser l'angle avec des possibilités de recul de l'angle en cas d'IFEMA, et puis parfois des synéchies importantes. Et là, l'échographie nous permet d'aller voir en arrière de la synéchie, en arrière de l'iris, pour voir, comme sur le cliché en bas à droite, cette cataracte traumatique. Autre exemple, tant qu'on est dans le cristallin, une subluxation du cristallin, vous le voyez sur le cliché à gauche en haut, avec le cristallin décalé vers la droite, un angle fermé à droite et largement ouvert à gauche. Sur le cliché du bas, diagnostic d'une rupture de la cristalloïde postérieure, puisque là, l'élément important sera pour signaler au chirurgien qu'on peut ou non aller positionner un implant. Avec cette rupture capsulaire, évidemment, ce sera une décision différente. Et puis, en cas de perte de transparence du segment antérieur, vous voyez ici un IFEMA post-traumatique sur un implant, un ICL clippé à l'iris. Vous voyez les pieds de l'iris, et vous voyez cette réaction de tout le segment antérieur. Heureusement, on a pu signaler au chirurgien que l'implant était resté en place après ce traumatisme. Vous le savez que les mesures de distance de sécurité ont été importantes, notamment sur les implants FAC de chambre antérieure, que l'on est en train d'abandonner à cause de leur effet secondaire sur l'endothélium cornéen. Petit à petit, on bascule sur des implants de chambre postérieure. Vous avez ici une analyse d'un implant FAC de chambre postérieure, avec sur les 2 clichés latéraux la visualisation des pieds de l'implant qui sont à peine au contact du corps ciliaire sur la gauche et sans contact avec le corps ciliaire sur la droite, avec un implant centré. Malheureusement, il arrive parfois un surdimensionnement de ces implants et vous avez un cliché du bas. Vous voyez les 2 pieds de l'implant qui sont incarcérés dans le corps ciliaire chez ce patient qui se plaignait de douleur depuis l'intervention, avec cette position antérieure de l'optique. Vous voyez la distance entre l'optique et la cristalloïde antérieure qui est majorée par rapport à l'image du haut, par exemple, où l'optique était en bonne position. Mais donc, seule l'échographie par UBM nous permet d'aller visualiser ce genre de situation.
Un autre exemple de ces implants FAC de champ postérieur, une position antérieure des procès ciliaires. Dans une de nos études, on avait montré que à peu près 17% des myopes ont des positions antérieures des procès ciliaires. Et donc, avant d'aller décider d'une implantation FAC de champ postérieur, regardez la mésaventure de ce patient qui n'avait pas eu d'UBM donc avant implantation et qui s'est retrouvé avec une optique décentrée, puisque sur la partie de gauche, le pied à gauche était repoussé par le corps ciliaire, alors que sur le pied de droite, le pied était pris en sandwich entre l'iris et le corps ciliaire. Donc vous voyez que cette imagerie de l'angle, évidemment, elle passe par l'OCT. Les OCT sont beaucoup plus répandus que les appareils d'échographie dans les cabinets. L'échographie, elle demande un petit peu d'apprentissage, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens formés, et puis les appareils sont de plus en plus disponibles, comme je vous le disais en introduction, avec ces appareils polyvalents. Ça permet des imageries en coupe du segment antérieur, avec surtout le gros avantage de l'échographie, c'est la visualisation en arrière de l'iris, et en cas de perte de transparence des milieux, plus la possibilité de prendre des mesures du segment antérieur, notamment l'angle à angle et le sulcus à sulcus. Et ces éléments-là nous permettent de bien analyser mécanisme des fermetures de l'angle, présence de lésions solides en arrière de l'iris. Vous avez vu les applications en traumatisme, et puis cette application en implant FAC, puisqu'on bascule vraiment sur des implants FAC de champ postérieur. Et donc merci aux fabricants de nous fournir des appareils aussi performants et de plus en plus faciles à utiliser pour toutes ces applications. Et donc on va passer ensuite à l'exposé suivant, qui est l'exposé de Mathès Réau, en vous rappelant ces deux rendez-vous. Donc vous êtes échographiste ou vous allez le devenir sans le savoir. Eh bien, notez, venez vous informer au congrès de 8 octobre, qui sera certainement mixte. En tout cas, il y aura une version digitale, et puis le CILUO pour l'année prochaine. Et donc maintenant, je vais passer la parole au docteur Mathès Réau pour la comparaison de la sonde annulaire sur l'analyse des relations vitréo-rétiniennes. Et donc cette avancée technologique très importante de l'échographe absolu avec cette sonde de fréquence augmentée et avec des éléments de focalisation qui permettent une focalisation assez large sur le segment postérieur. Mathé, à toi. Bonjour à tout le monde, et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver même de manière virtuelle pour ce congrès de la Société française d'ophtalmologie, et tout particulièrement pour le symposium Cantal Médical ELEX Lumibird sur l'échographie. Et donc, c'est des moments précieux pour nous. On peut partager avec vous notre savoir-faire sur l'échographie et surtout parler d'innovation technique, technologique dans l'échographie pour avoir de meilleurs résultats et de meilleures images. L'approche aujourd'hui de ce symposium est de pouvoir analyser la complémentarité entre l'échographie et l'OCT et de pouvoir se poser la question, est-ce qu'en 2021, l'échographie joue encore un rôle dans l'analyse des pathologies vitréo-rétiniennes, et est-ce que les innovations ont un intérêt? Alors la réponse est tout de suite oui. Donc, je vous incite à bien écouter cette présentation, parce que malgré les évolutions de l'OCT, il existe des innovations, notamment la sonde annulaire de l'appareil absolu, qui permettent une analyse incroyable du vitré. Pour vous illustrer ça en détail, donc je vais vous montrer aujourd'hui non pas une comparaison et un match entre l'OCT et l'échographie, mais plutôt une complémentarité, et c'est le message qu'il faudra garder à l'esprit. L'échographie et l'OCT s'inscrivent dans une imagerie en coupe, et c'est bien pour ça que le corps vitré, se prête tout particulièrement à l'analyse de l'imagerie en coupe. Et donc vous avez sur cette image de l'iPhone vue en tranche, vous voyez que l'imagerie en coupe permet de voir toutes les structures en coupe, et donc bien évidemment c'est le plus adapté pour les pathologies vitréo-rétiniennes. Ici, vous avez un comparatif de l'échographie qui donne l'avantage pour la fenêtre d'examen, la largeur de la fenêtre d'examen, et tout particulièrement sur le fait de pouvoir passer, quels que soient les troubles des milieux transparents, une cornée blanche, une cataracte blanche, un hyphéma, une hémorragie intravitréenne, ou encore même un synchisis étincelant. Tout ce qui pourra bloquer le signal de l'OCT permettra de passer en échographie. Donc la principale différence se situe essentiellement au niveau de la source ultrasonore, et donc il va pouvoir être analysé
l'OCT, quels que soient les troubles du milieu transparent. L'OCT va gagner sur la résolution, avec une résolution nettement meilleure, 5 à 10 microns, et on voit que la tendance à l'OCT est de pouvoir ouvrir la fenêtre d'examen avec des appareils d'OCT plus récents qui vont pouvoir chercher l'interface vitréo-rétinienne sur le pôle postérieur, mais également en moyenne et en extrême périphérie. En reconstruction d'image, voici donc l'OCT qui va permettre de balayer donc le vitré dans sa partie au pôle postérieur, mais on aura du mal à voir sur toute la périphérie, sur la partie antérieure. Et vous voyez que ce même patient, vu en échographie avec différentes sondes, va pouvoir être imagé dans sa totalité. Donc aujourd'hui, retenez que l'échographie est le seul examen qui va pouvoir, à l'aide de différentes sondes, pouvoir faire une reconstruction complète du gel vitréen depuis sa périphérie, depuis l'extrême périphérie, la périphérie moyenne et le pôle postérieur, et même le vitré antérieur. Nous allons pouvoir ainsi analyser le gel vitréen, son échogénicité, ses attaches périphériques au pôle postérieur et toutes les pathologies qui y sont associées, qu'on va ranger dans la case des pathologies vitréo-rétiniennes. Donc, en tableau comparatif, l'OCT va donner l'avantage à la résolution, à l'examen non contact, le côté automatisé, délégable, avec une acquisition en volume. Et l'avantage de l'échographie, ça sera une excellente pénétration, quels que soient les troubles du milieu transparent, une fenêtre d'examen plus large, notamment sur le plan longitudinal, de pouvoir être réalisé en conditions scotopiques et de pouvoir y associer différents modules, notamment le Doppler. Les inconvénients donc de l'OCT, bien sûr, dès que le signal est bloqué par le trouble des milieux transparents, une taille de fenêtre limitée, le faisceau de lumière qui va apporter donc un myosis et une reconstruction de l'image. Vous voyez de temps en temps des petits artefacts, c'est le procédé même de reconstruction de l'image de l'OCT. L'échographie a comme inconvénient d'être opérateur dépendant, il y a une courbe d'apprentissage et donc si on en fait beaucoup et souvent, on va être meilleur et donc il y a un coup de main à prendre et pour l'obtention de belles images et ensuite pour l'analyse des différentes coupes. L'échographie sera bloquée en cas de silicone. En effet, le silicone va ralentir le signal et donc malheureusement, quand on a un tamponnement par silicone, on aura du mal à analyser toute l'interface vitréo-rétinienne. Néanmoins, vous allez pouvoir utiliser l'UBM pour voir la périphérie. La résolution, elle est moins bonne que pour l'OCT et je reviens sur la courbe d'apprentissage qui nécessite un petit peu de motivation. Alors, je reviens avant de parler d'innovation d'échographie aux règles d'or qui doivent régir toutes les coupes d'échographie, et ce, qu'elles soient réalisées avec des sondes traditionnelles ou avec des sondes modernes annulaires. Il faut toujours être perpendiculaire à la structure, et en échographie, on cherche une perpendicularité de la sonde par rapport à la position de l'œil, quelle que soit la zone étudiée. La deuxième règle d'or est toujours d'examiner une pathologie sous deux plans de coupe perpendiculaires. Si vous avez une anomalie en supérieur, vous allez le regarder avec un champ supérieur, mais également avec un méridien de midi pour recouper les informations. Et comme je vais vous l'illustrer avec les pathologies que je vais dérouler, l'analyse se fait de manière cinétique. On a toujours tendance à montrer des coupes, mais l'échographie est un examen qui s'analyse en live et de manière cinétique. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et donc voici l'image qu'on peut obtenir donc avec une sonde innovante annulaire. Vous voyez ici donc le gel vitréen avec des échogénicités qui correspondent à des petits corps flottants et quand on demande au patient de mobiliser son globe, on voit ces mouvements et on va rechercher s'il y a un DPV associé. Ici sur cette coupe on ne le voit pas, on a juste une sénescence du gel vitréen avec apparition de petites condensations. Quand vous analysez une coupe, je vous incite toujours à regarder la sonde utilisée. Ici, on est en sonde de B20 5.1, c'est la sonde annulaire. Vous pouvez regarder également le gain utilisé. Aujourd'hui, vous allez voir que pour ma partie des coupes à 110 décibels parce que le vitré s'analyse en gain maximal. Et vous pouvez regarder également la version de la sonde utilisée. Ensuite, on va pouvoir regarder s'il y a un décollement postérieur du vitré. Encore une fois, on va mobiliser le globe. On va utiliser pour ça une vidéo
Et donc, en regardant dans une zone bien précise, on demande au patient de regarder en bas à droite, en bas à gauche, et vous voyez la mobilisation ici, donc de la hyaloïde postérieure très clairement visualisée. On a un intervalle libre, donc le vitré s'est complètement détaché de la rétine sans entraîner de pathologie. Ensuite, dès qu'il y a une pathologie de l'interface vitréo-rétinienne, on va continuer toujours sur le même principe à regarder dans une zone. Et donc ici, vous voyez les échogénicités au niveau du gel vitréen. Vous voyez la hyaloïde postérieure et le signe de la flèche avec ici une petite traction. Il s'agit d'une étape 1 d'une déchirure et donc le vitré tracte au niveau de la rétine et peut entraîner ensuite une déchirure dans cette zone-là. À ce stade-là, le patient peut se plaindre déjà de photopsie. Ensuite, l'étape d'après, ça sera de rechercher donc un opercule. Et donc ici, vous voyez donc de la même manière une mobilisation du globe avec des échogénicités intravitréennes, une hyaloïde qui commence à se détacher et une petite zone échogène qui correspond à un opercule. Donc on voit déjà que la rétine s'est détachée à cet endroit-là. Si on examine le fond d'œil, on verra ici un trou qu'il faudra lasériser chez un patient symptomatique. L'étape d'après, c'est le décollement de rétine. Pareil, le côté cinétique est très intéressant. Le côté mobilisation du globe permettra de voir le mouvement de la hyaloïde, de la rétine. Vous voyez que le mouvement n'est pas le même. Le vitré est ample, ondulatoire, alors que la rétine bouge peu, elle est plutôt à ressort. Ensuite, on va pouvoir analyser des petits soulèvements atypiques. Ici, on a un globe où il n'y a pas de décollement postérieur du vitré, quelques petites condensations au niveau du vitré. Et donc, en fait, ici, donc vous voyez un petit soulèvement qui correspond à un schisis localisé. Le schisis sera un non mobile et il faudra rechercher une petite déchirure localisée. Ensuite, on a le chapitre des hémorragies intravitréennes. Vous voyez ici, donc, toujours en mobilisant les échogénicités intravitréennes, on va rechercher tout ce qui est condensation hématique, le vitré qui est décollé, et est-ce qu'il y a un décollement de rétine ou une anomalie rétinienne associée. Ensuite, on va regarder s'il y a d'autres pathologies. Ici, c'est une DMLA hémorragique. Donc, vous voyez un hématome pariétal qui s'est compliqué d'une hémorragie intravitréenne, ce qui peut arriver de temps en temps. Donc là, on peut analyser le vitré, les rapports vitréo-rétiniens, mais également la paroi, qui va donner ici donc le diagnostic d'hématome pariétal sur DMLA néovasculaire hémorragique. Ensuite, le vitré peut être analysé avec différentes formes. Ici, vous voyez qu'on a des échogénicités très hyperéchogènes au niveau du vitré. Il s'agit de 5 isis étincelants et on va pouvoir profiter, malgré ces cristaux, de l'analyse de l'interface vitréo-rétinienne et voir chez le DPV, chez ce patient, sans déchirure ni anomalie pariétale associée. Donc ce petit panorama de pathologie depuis le vitré normal, l'hémorragie, 5 isis, le DPV, les deux opercules, déchirure et décollement de rétine ont permis de voir le panel de pathologies étudiées en échographie. Et nous avons réalisé une étude sur la nouvelle sonde annulaire dans les centres Export Vision pour voir quel était l'apport. Et ce qui en ressort, c'est quand on regarde avec un panel d'experts, et qu'on regarde dans les différentes pathologies sur 29 cas, eh bien on a 80% de décisions unanimes pour la sonde annulaire quand il s'agit de l'analyse de lésions épaisses ou de l'analyse du vitré et de la hyaloïde. Donc, cette étude a permis de montrer que la sonde annulaire de l'absolu était absolument redoutable pour l'analyse du vitré et elle était préférée par tous les experts. Donc, la sonde annulaire est une évolution technique. On l'utilise comme une sonde classique, mais avec des images beaucoup plus belles et beaucoup plus informatives. Et donc, l'intérêt est très net dans les analyses des rapports vitréo-rétiniens. Donc, l'OCT et l'échographie sont complémentaires. Il me reste plus qu'à remercier très chaleureusement tous les experts qui ont contribué à cette étude et à votre disposition pour répondre aux questions. Merci encore à toute l'équipe de Cantel Médical et ravi d'avoir participé à ce symposium.
Merci beaucoup Mathé. Vous pouvez nous adresser des questions par le chat. Et là, on va tout de suite passer la parole au docteur Laurence Rosier de Bordeaux, qui va nous parler de la complémentarité de l'échographie et de l'OCT dans l'imagerie des tumeurs du pôle postérieur. Bienvenue à tous. Je vous parlerai de l'échographie et de l'OCT dans l'imagerie des tumeurs du pôle postérieur. Le diagnostic des tumeurs choroïdiennes repose avant tout sur la clinique et une analyse multimodale avec essentiellement l'échographie et l'OCT qui prend une place de plus en plus importante. L'échographie avec une résolution de 100 microns et une meilleure analyse avec les sondes 20 MHz permet d'explorer le globe, quel que soit le trouble des milieux, excepté avec l'huile de silicone. Ça permet une analyse quantitative avec une mesure de la taille des tumeurs et qualitative avec la description d'une forme, d'une échogénicité, etc. Ça permet une orientation diagnostique, surtout avec l'association avec le mode A, nous y reviendrons. L'OCT, avec une résolution beaucoup plus fine de 5 à 10 microns, le spectral domaine OCT, en particulier EDI, permet l'analyse de la choroïde. Or, l'on sait que la plupart des tumeurs sont choroïdiennes. Ça permet de décrire plus finement les interactions avec les tissus voisins et ça devient un véritable outil diagnostique pour les tumeurs choroïdiennes de faible épaisseur et rétro-équatoriale. Alors, le névus choroïdien bénin, c'est la tumeur la plus fréquente avec une prévalence d'environ 5%. La lésion est plane ou faiblement saillante, inférieure à 2 mm de hauteur et 5 mm de plus grand diamètre. Les panels de couleur vont de la chrome au brun foncé. On décrit souvent des altérations de l'épithélium pigmentaire, des druses à sa surface. Tout ça, ça signe l'ancienneté du névus et plutôt sa bénignité. En OCT-EDI, on a une masse en dôme à la surface plutôt lisse. On a la choriocapillaire sous-jacente au névus qui est hyper réflective, comprimée entre le névus et l'épithélium pigmentaire. Le névus est une bande hyper réflective au niveau de la choroïde avec une ombre portée en arrière liée à la pigmentation. Et on peut mesurer les lésions inférieures à 1 mm, mais il faut savoir que l'épaisseur retrouvée à l'OCT montre des différences de près de 50% avec les mesures échographiques. En OCT-EDI, on a aussi l'examen de la rétine sous-jacente avec tous les signes de chronicité, dont le fameux décollement séreux rétinien, infraclinique et les altérations de l'épithélium pigmentaire. Tout ceci est très bien décrit par l'équipe de SHIELD. Il faut savoir que la néovascularisation choroïdienne peut compliquer un névus bénin, que c'est plutôt un signe de chronicité et de bénignité. En échographie en mode B, on a une hyperréflectivité de surface et une réflectivité interne homogène. Donc au final, même si ces névus choroïdiens ne se transforment que très rarement, il faut les surveiller au moins tous les ans avec un OCT-EDI ou une échographie en mode B. Moi, je tends à faire de plus en plus d'OCT-EDI pour les lésions postérieures. Le névus choroïdien suspect, là, il ne faut pas méconnaître un petit mélanome. Il faut savoir qu'une croissance documentée, ça équivaut à mélanome et qu'il faut le traiter. Dans la pratique, on s'appuie sur les critères de croissance tumorale qui sont cliniques et échographiques. Ce sont ceux de SHIELD et nous allons les passer en revue. Lorsque à l'échographie on a une épaisseur de 2 mm d'épaisseur, lorsqu'on a du liquide séreux rétinien clinique mais objectivé en OCT, lorsqu'on a la présence de pigments orange bien visibles en autofluorescence, et lorsqu'on a une excavation choroïdienne, là aussi bien objectivée à l'échographie, le diamètre supérieur à 5 mm. Et lorsqu'on a plus de 3 de ces facteurs, on a un risque de transformation qui avoisine 50%. Alors à l'échographie, on l'a vu, ISO, hypo, excavation choroïdienne. En OCT-EDI, on a les mêmes signes que le névus choroïdien bénin déjà décrit. Et souvent, on est limité par le diamètre important de la lésion, par cette situation périphérique ou par un défaut de fixation du patient. Intéressant, les photorécepteurs Shaggy, ça a été décrit par SHIELD dans 49% des petits mélanomes choroïdiens.
mais dans aucun cas de névus. Ça correspondrait à des macrophages chargés de l'hypofuscine. Donc là, ça c'est un intérêt majeur de l'OCT-EDI. Donc au final, l'échographie donne des mesures de référence, quelle que soit la situation et l'épaisseur, le diamètre de la lésion, et l'ECT, ça montre le retentissement sur les tissus voisins et ça donne des arguments diagnostiques. Alors, le mélanome choroïdien, c'est le plus souvent une tumeur volumineuse. À l'échographie, on a soit un lenticule, soit un dôme, soit un champignon. C'est hypoéchogène, on a une atténuation du signal, on a une excavation choroïdienne, on a souvent un décollement de rétine associé et on peut retrouver une effraction sclérale. Donc là, on a un mélanome en forme de champignon, on a le mode accouplé, on voit l'atténuation du signal, un angle kappa descendant. L'échographie permet de faire de mesures et donc poser des indications thérapeutiques selon des référentiels. Donc là, le plus souvent, c'est la protonthérapie. Donc on peut faire un plan de thérapie. Là, c'est un dernier plan de thérapie. On a la photo, on a le retentissement maculaire, on a les différentes incidences échographiques et on a les mesures faites au bloc opératoire. L'échographie permet de poser l'indication de l'énucléation en fonction d'une certaine hauteur et d'un certain diamètre défini par les référentiels, permet de s'assurer du contrôle tumoral avant protothérapie, après protothérapie, avec une diminution du volume, une inflammation du vitré, qui d'ailleurs s'accompagnera d'une maculopathie radique et d'une papillopathie radique, et on posera l'indication d'un traitement anti-VEGF et endorésection. Ça permet de statuer sur la rétine. Lorsqu'on a un décollement de rétine secondaire dès le départ, on sait que ça va augmenter après la protothérapie. Donc, c'est l'indication d'un traitement par anti-VEGF ou corticoïde en intravitréen. Sinon, on a un risque énorme de passage en glaucome néovasculaire. Là, dans ce cas-ci, je pense avoir une extension extraoculaire. Ce patient avait une épisclérite, je le mets sous traitement anti-inflammatoire local, je le revois avec une diminution de l'hypoéchogénicité et il s'agit donc d'une sclérite en regard d'un mélanome, mauvais pronostic dans ces cas rares. Une belle corrélation anatomo-échographique avec le nodule appendu. L'échographie est intéressante en cas de trouble du milieu. Ne jamais oublier ce que notre grand patron nous a dit. Derrière toute opacité, un mélanome peut se cacher. Malheureusement, on le retrouve dans la vraie vie. L'OCT-EDI, lui, permet de statuer sur la macula et de poser le diagnostic de maculopathie radique et d'instituer un traitement adapté avec anti-VEGF le plus souvent. Donc au final, le mélanome choroïdien, son diagnostic repose sur l'examen clinique et l'échographie. L'OCT est précieux pour évaluer le retentissement de la radiothérapie sur la macula. Quelque chose de plus léger avec le mélanocytome, c'est une tumeur bénigne. On a une hyperéchogénicité à l'échographie et à l'OCT, une lésion optiquement vide, nodulaire, associée à un cône d'ombre postérieur sans signe exudatif. Les métastases choroïdiennes, elles sont multiples en général. Elles sont achromes. À l'échographie, elles sont en dôme, plus ou moins polylobées, c'est irrégulier. On a une échogénicité plutôt hypo et hétérogène, et souvent on a une exudation associée. En OCT-EDI, on a une compression de la choriocapillaire, une ombre acoustique postérieure, et on a cette surface lumpy-bumpy caractéristique. Et on visualise l'exudation. En OCT, on peut avoir des images de tout petites métastases, c'est très intéressant. Les hémangiomes choroïdiens, ce sont les circonscrits, ce sont des tumeurs bénignes, orangées, situées au pôle postérieur. On a une image échographique très caractéristique, biconvexe, et souvent on a un décollement de rétine associé. En OCT-EDI, on a une masse en dôme à pente douce avec dilatation des vaisseaux choroïdiens, des décollements séreux. C'est très utile pour discuter la réalisation de traitements et suivre les traitements après. Donc là, c'est avant PDT, après PDT, on voit la fonte tumorale. Avant de passer aux lésions calcifiées, osseuses et terminées par les lymphomes, je voulais insister sur l'intérêt de l'échographie en mode
A pour différencier le mélanome acrome de la métastase isolée et l'hémangiome choroïdien circonscrit. On a des profils différents en fonction des tissus vasculaires et tumorales. Et donc là, le mélanome, la métastase très hétérogène et la très échogène homogène. Donc le rétinome, hyperéchogénicité, cône d'ombre en arrière, on l'a aussi dans le rétinoblastome calcifié, dans les calcifications épisclérales, on a aussi une belle image OCT, dans les ostéomes, avec quelquefois les travées horizontales hyperréflectives visibles. Et pour terminer, le lymphome, on a c'est plus souvent de type MALT ou en cas de dissémination métastatique de lymphome ganglionnaire, on a un épaississement choroïdien, un décollement de rétine très fréquemment associé. Voilà de belles images UBM avec infiltration même au niveau de l'aura serrata. En OCT-EDI, on a le cystic pattern of choroidal décrit par Jerry Shield, qui est intéressant. Donc au final, l'échographie non invasive reste un examen de première importance dans le diagnostic différentiel et le suivi des tumeurs de la choroïde. L'association avec le mode A permet une approche tissulaire, on l'a vu. On insiste sur l'intérêt de l'analyse en 20 MHz avec une sonde annulaire pour une meilleure résolution. On a un intérêt majeur en cas de trouble des milieux de l'échographie. Et puis la limite, c'est l'opérateur dépendant et travail non dédié. L'OCT permet essentiellement l'analyse des petites tumeurs. Ça permet l'analyse des phénomènes exudatifs et ça permet de prendre des décisions thérapeutiques. L'avenir, on attend des nouvelles techniques avec l'analyse de la microvascularisation. Ça apportera des nouveaux éléments sémiologiques dans l'exploration des tumeurs tumorales choroïdiennes. Merci pour votre attention. Mon temps est terminé. À bientôt. Merci beaucoup. Vous voyez cette complémentarité absolument idéale dans ces différentes indications. Bravo Laurence, les comparaisons avec l'anatomopathologie étaient assez saisissantes. Dans ton usage, tu utilises souvent la 20 MHz en fréquence pour les tumeurs ou tu restes sur la 10 ? Non, je me suis vraiment convertie à la 20 MHz, ce qui permet une analyse vraiment plus fine de la plupart des tumeurs qui sont le plus souvent postérieures. Et bien sûr, pour tout ce qui est trop volumineux, où je prendrai la 10, parce qu'on est très limité par la 20 MHz. Mais donc, la majorité des cas, j'utilise la 20 MHz. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu fais, comme à Curie, l'échographie sur des patients assis ou est-ce que tu les allonges comme nous ? Non, je les allonge. Je suis à la tête du patient. J'ai mon appareil à gauche. Je suis droitière et je peux avoir une main sur le bouton du gain et la main, je tiens la sonde de l'autre côté. Non, le patient allongé, c'est très important. Mathé, l'avantage de la sonde annulaire, c'est qu'on a une plus grande profondeur de champ. Donc l'analyse vitréorétinienne, elle vient aussi en étant beaucoup plus performant que l'OCT, qui est limité en fenêtre d'acquisition. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quand la première fois on utilise la sonde annulaire, de l'absolu, on est vraiment saisi par la visualisation du vitré. Et on voit une netteté à tous les niveaux du vitré, que ce soit les corps flottants, que ce soit la hyaloïde, que ce soit les différentes interfaces vitréorétiniennes. Et donc, en fait, c'est effectivement ce côté multifocal. On a une netteté sur les différents plans du vitré. Donc, en tout premier lieu, l'intérêt, c'est de voir le gel vitréen et les interfaces vitréorétiniennes. Et comme on l'a montré avec l'étude, c'est également intéressant sur des lésions qui sont un petit peu plus étendues, parce que s'ils sont étendus et donc s'étendent vers l'avant dans le vitré, on aura une netteté accrue à ce stade-là. Merci. En fait, la conjonction de la sonde, c'est une profondeur de champ beaucoup plus augmentée grâce à la sonde annulaire, et c'est une sonde de 20 MHz qui est beaucoup plus élevée en résolution. Donc globalement, pour toutes les pathologies vitréorétiniennes, c'est vrai que ça a un avantage pour voir beaucoup plus profondément les lésions et les relations. Et puis pour les tumeurs, ça permet d'avoir des mesures plus précises. Moi, je bascule systématiquement en 20 MHz pour les petites lésions, pour les mesures qui sont beaucoup plus précises.
Et ensuite, pour le segment antérieur, pour juste un commentaire avant de conclure, c'est vrai que nous, on utilise régulièrement, pour les patients qui nous sont adressés pour une analyse du segment antérieur, régulièrement un OCT de segment antérieur complété par l'UBM. Et vous avez vu les relations un peu par rapport à l'ouverture de l'angle. Mais ce que l'on peut dire, c'est que globalement, quand on a un risque de fermeture de l'angle, tous les OCT de segment antérieur ou même de segment postérieur focalisés sur l'angle vous permettent de donner un signal d'alerte en disant attention, cet angle est étroit, il risque de se fermer. Par contre, l'échographie permet de donner le mécanisme du risque de fermeture de l'angle. Et donc, c'est comme ça qu'on l'utilise maintenant, nous, de façon très, très courante. Donc, vous avez été, j'espère, nombreux à vous connecter. Vous savez que la SFO va vous permettre de vous reconnecter a posteriori. Donc, on va continuer nos chemins. La SFO aura lieu certainement, on espère, l'année prochaine en direct avec certainement des présentations d'échographie et d'OCT, puisque maintenant, on ne peut plus dissocier les deux approches. Donc, merci à Cantel Medical de nous avoir offert cette tribune et bravo de nous fournir ces appareils absolument incroyables pour continuer dans la progression de nos compréhensions des différentes pathologies. Merci à tous.